besoin des planques et des filatures. Sous le soleil de Nice, nous avons rencontré un détective privé d'un nouveau genre, Alain. On continue à creuser, mais là on a encore un cas un peu bizarre d'adresse IP identique pour deux profils différents. Dans l'Hexagone, ils sont à peine une dizaine à faire son métier. Vous êtes en filature là? Bah oui, ça ne se voit pas. Je vais continuer mes recherches sur Internet. Donc au lieu de faire des filatures terrain, je les fais en ligne. Et pour ces filatures en ligne, Alain se rend dans l'un de ses nombreux bureaux en ville. Je vais dans un cybercafé. C'est votre bureau? Ça fait partie de mes nombreux bureaux en ville et dans différents endroits de France. Des cybercafés pour travailler incognito sur Internet. Alain, c'est la version 2.0 du détective privé. Ses enquêtes bien réelles, il les mène dans un monde virtuel. Filature sur le web, analyse de disques durs. Son univers commence là où celui des détectives classiques s'arrête. Son terrain de chasse, Internet et le monde numérique. Merci. Aujourd'hui, il est venu ici pour se cacher derrière le réseau du cybercafé et poursuivre une enquête. Un marié qui on recherche sur Internet, qui s'inscrit sur différents sites de rencontres. Et les soupçons qui vont à son mari, elle pense que son mari a compris le manège et est en train de faire son profil sur ces sites de rencontres pour les coincer. Une affaire surprenante. Une femme volage qui pense avoir été repérée par son époux. Alain est donc chargé de faire du contre-espionnage pour démasquer le mari suspicieux. Le détective a donc créé un faux profil sur le site de rencontre en question. Aujourd'hui, Alain devient Martine, 44 ans, divorcée et à la recherche d'une relation sans lendemain. Je consulte mon état civil parce que j'ai des problèmes de doublement de personnalité. Dans chaque cybercafé et pour chaque affaire, Alain invente une identité et un profil différents. Pour ne jamais être démasqué, il faut être rigoureux. Parfois, je ne sais plus trop comment je m'appelle et il ne faut pas trop que je mélange les pinceaux. Pourquoi? Parce que justement, les gens que je recherche, sur lesquels je cherche des informations, sont souvent des gens assez méfiants. Et donc il suffit d'une erreur, que je ne sois pas cohérent dans mes scénarios pour que ça passe à côté. Autrement dit, si Martine et Françoise envoient des messages du même ordinateur, ce serait suspect. Ça risque de nous poser des problèmes. Un internaute parmi les autres, Alain, indétectable, mène son enquête. Il applique le scénario prévu. Sous le profil de Martine, il envoie un mail aguicheur pour attirer le mari de sa cliente. S'agissant d'hommes, on les a toujours par les mêmes moyens. Il suffit de creuser un petit peu. Le charme et la ruse. Un mail piégé qui contient un traceur, un mouchard. Lorsque ce message sera lu, l'adresse de l'ordinateur, c'est-à-dire l'adresse IP, sera transmise à Alain. Si tout va bien, si la personne ouvre le message, j'aurai son adresse IP et je pourrai enfin avoir confirmation d'un gros doute que j'ai sur une personne. Il est possible qu'effectivement cette personne soit le mari de ma cliente. Donc là, vous avez tendu un petit piège sur Internet? Bon, c'est pas un piège, c'est simplement s'il ouvre son courrier automatiquement, il y a des données de connexion qui me seront arrivées. Vous-même, vous ouvrez vos mails, vous regardez le code source des messages, vous avez l'adresse IP. J'utilise une information publique pour avoir une réponse à une question qui, là, me semble légitime. Alain n'a plus qu'à espérer que le mail envoyé soit bien consulté. Après quelques minutes passées dans un cybercafé, Alain peut enfin profiter du soleil niçois.
Sa vie de cyberdétective est donc bien loin de l'image d'un homme seul, caché derrière son écran. Il ne faut pas non plus se fier aux images d'Épinal. Je ne suis pas en vacances, donc même si ça ne se voit pas, je travaille. Et la situation d'aujourd'hui, c'est le fruit de plus de 10 ans de développement informatique. Et là où d'autres collègues ont des salariés et beaucoup de matériel, moi ce sont mes outils informatiques qui travaillent. Donc en ce moment, j'ai des centaines de serveurs qui me délivrent des informations. Et mon rôle principal, effectivement, consiste à relever les filets et aller à la pêche aux informations. Mais je suis en train de travailler. C'est pas la peine de s'enfermer quand on peut rester à l'extérieur. Et puis, autant choisir des conditions de travail qui sont agréables. Ça, c'est une question de choix personnel. Cette vie, c'est lui qui l'a choisie il y a 10 ans. Avant, Alain était un détective privé classique à Paris. Il a laissé derrière lui les appareils photo et les planques interminables. Non, franchement, le travail est tout à fait différent. Et puis, entre rester des heures enfermé dans une voiture à attendre que quelque chose se passe et puis avoir un travail où il y a quand même une grande part d'intellect qui joue, sans hésiter, j'ai choisi la deuxième solution. Aujourd'hui, les connexions Internet Wi-Fi pullulent. Pour Alain, c'est une aubaine, car les tracks qu'il mène sur le web lui interdisent de travailler depuis son domicile. Trop dangereux, il serait vite localisable par les pirates qu'il combat. Il se connecte donc au réseau des autres, parfois même en pleine rue. Si le réseau est ouvert, c'est comme si vous laissiez votre porte ouverte, tout le monde peut y rentrer. Donc si on ne protège pas son réseau, c'est qu'on laisse la porte ouverte. Il n'y a pas de signal indiquant qu'il est interdit d'y arriver. Donc, soit vous le laissez ouvert, soit vous le fermez. En fait, vous faites beaucoup de kilomètres à pied. Ben, c'est ça, c'est pour ça que j'entretiens la ligne. Je suis bien obligé. Pour Alain, il est temps de voir si le mail envoyé ce matin a porté ses fruits. Cette fois, il doit se connecter à l'un de ses serveurs, plus besoin de se cacher. Il s'installe à la terrasse d'un café, comme n'importe quel vacancier. Bonjour monsieur, un café et le code Wi-Fi, s'il vous plaît. Un café, un code Wi-Fi, un ordinateur. Et l'addition. Pas besoin de grand-chose pour travailler. C'est pas plus compliqué que ça. Au milieu des touristes qui visitent le Vieux-Nice, Alain poursuit son enquête, éreintante. Parfait, merci monsieur. En quelques clics, il se connecte à l'un de ses serveurs qui lui signale, grâce au mouchard, que son mail a bien été ouvert. Vous avez des résultats probants? Oui, là j'ai un résultat intéressant. Dans les messages qu'on a envoyés ce matin à un des pseudos, on a effectivement une date, une heure d'ouverture des messages avec une adresse IP qui correspond. Alors l'adresse IP de la personne qui a reçu le message, elle est là. Et ça correspond bien à l'adresse IP du monsieur que j'avais noté sur ce petit papier il y a peu de temps. Le mari se cache derrière au moins un pseudo sur les sites de rencontres et essaye de piéger sa femme, ça c'est clair. Les doutes de sa cliente étaient fondés. Pour Alain, les adultères numériques ne représentent que 20% de son activité. Aujourd'hui, ses principaux clients sont des entreprises. Et dans ce genre d'affaires, les enjeux sont économiques. Quand Alain ne mène pas d'enquête sur le web, il travaille à domicile, dans ce repère qu'il garde secret. C'est d'ici que vient son savoir, de ses livres et de ses ordinateurs. Une science obscure qui s'entasse sur ses étagères. Alain a tout appris tout seul. Décrypter les fichiers, obtenir les codes sources. C'est ce savoir-faire qu'il vend aux entreprises. J'attends un coup de téléphone pour pouvoir me rendre dans un endroit bien particulier où je dois analyser un ordinateur qui est protégé par un mot de passe. Je ne sais pas quand on va m'appeler, je ne sais pas de combien de temps je disposerai pour analyser cet ordinateur. Je ne sais pas où je vais le faire, ça peut être dans une cage d'escalier, sur un bureau, j'ignore tout à fait l'environnement de
de ce travail. Donc il faut que je reprenne l'habitude et les mécanismes d'intervention pour intervenir dans un délai le plus court possible et le plus efficace pour que je ne reparte pas sans rien. Pour être sûr de mener à bien sa mission, Alain doit s'entraîner à pénétrer sur un ordinateur dont il ne connaît pas le code d'accès. L'astuce, c'est d'utiliser cette petite clé. Je vais essayer de ne pas avoir besoin de composer le mot de passe. Contourner le mot de passe. Contourner le mot de passe et de lire par-dessus Windows sans toucher au fichier et donc sans laisser de traces et n'altérer aucun fichier. Un exercice qu'il va chronométrer. Et 11h14, je valide. Ça c'est bon. Et dont il note scrupuleusement chaque étape de la procédure, car il devra le connaître sur le bout des doigts le jour de son intervention. Moins d'une minute, ça devrait être parfait. Bon. Être rapide pour passer le moins de temps possible en intervention. Ses clients sont des chefs d'entreprise, victimes d'espionnage ou de salariés indélicats. Ça fait même pas 2 minutes et ça y est, on a déjà... Alain lutte souvent contre la délinquance informatique et se retrouve parfois dans des situations périlleuses, comme un soir où il travaillait dans une entreprise à la demande du patron sur l'ordinateur d'un salarié. J'ai entendu un bruit de clé dans la porte, je pensais que c'était mon client qui venait un peu aux nouvelles, donc je ne m'étais pas inquiété outre mesure. Le problème, c'est que quand la porte s'est ouverte, je me suis retrouvé nez à nez avec ce salarié qui n'avait rien à faire dans un bureau à plus de 10 heures du soir. Et ça s'est relativement mal passé parce que je ne pouvais pas me justifier et je ne pouvais pas donner trop d'explications avant que le client intervienne. Et à cette heure-ci, malheureusement, il n'était pas joignable. Donc j'ai dû passer un certain temps tout seul avec cet individu un peu énervé dans le bureau. Donc ce sont des situations qui peuvent se révéler délicates. Quand il y a des actions malveillantes, il y a de l'argent en jeu et donc il y a des risques potentiels. Heureusement, Alain n'a pas toujours besoin de se déplacer pour analyser les ordinateurs. Aujourd'hui, il doit travailler sur une autre affaire. Ce disque-là, c'est un disque dur qu'on m'a confié pour analyse. Il vient du poste d'un salarié licencié pour faute. Son patron pense qu'avant son départ, le commercial a fourni à la concurrence des données confidentielles. L'employé a effacé la totalité du disque. Malgré tout, Alain parvient à y retrouver des milliers de fichiers. Malheureusement, enfin ou heureusement, déjà ça fonctionne. On a beaucoup d'informations qui sont à analyser. Et le plus souvent, les informations intéressantes, comme beaucoup de fichiers ont été effacés, ils se trouvent dans des fichiers temporaires comme ceci. Bon, qui peuvent paraître un peu complexes lorsqu'on les ouvre en tout premier lieu, mais c'est à partir de ces données-là que je vais essayer de reconstituer les informations qui me serviront pour cette analyse. Des milliers de fichiers parmi lesquels se cache peut-être l'information qu'il recherche. Il faut de la chance et puis du flair aussi, comme sur le terrain, c'est pareil. Après, il y a des choses qu'on peut ressentir et avec des intuitions, regarder dans certains endroits où on n'est pas pensé aller, et là on peut trouver des infos. Sur un disque dur, même effacé, il reste une multitude de traces de l'utilisateur. Des informations parfois personnelles et pas toujours utiles pour l'enquête, comme cette recherche sur Internet. Un ongle arraché, ça n'apprend pas grand-chose. Bien souvent, les informations intéressantes sont cachées derrière des lignes de code, a priori indéchiffrables. Voilà, là j'ai vu des codes qui ont l'air de ressembler à des phrases intelligibles, mais on a ce petit caractère qui nous empêche de comprendre ce que c'est. Donc je vais essayer de voir si je peux les supprimer, mais c'est pas garanti. Là c'est très simple, on va faire un copier-remplacer. Bon, ça a marché, maintenant on arrive à lire. Coup de chance, assez rapidement ce jour-là, Alain tombe sur une piste. Le salarié aurait visité le site internet d'un éditeur de logiciels de piratage. Là par exemple, il semblerait que le salarié en question ait au moins consulté une fois la page internet de l'éditeur du logiciel. Après, est-ce qu'il a téléchargé ou pas, je ne sais pas.
Mais même si c'est pas très lisible, on voit déjà que la page de l'éditeur a été consultée. Donc je vais voir si je peux exploiter les informations pour extraire uniquement ce qui nous intéresse, mais ce n'est pas un comportement normal de la part d'un commercial de consulter des logiciels de sécurité informatique. Enfin, même pire que ça, de piratage carrément. Pour les besoins de cette enquête, Alain a passé plus d'1 mois à analyser le disque. Il a réussi à établir qu'un logiciel d'espionnage avait bien été installé sur cet ordinateur. Grâce à son travail, le directeur de l'entreprise pourra, s'il le souhaite, attaquer son ex-salarié au pénal. Je compte combien de secondes le feu ici est resté au rouge. Je vais faire pareil de l'autre côté. Quand on est enquêteur, il faut parfois apprendre à décrypter le fonctionnement d'un carrefour. Aujourd'hui, Stéphane se plie à cet exercice car on lui a demandé d'enquêter sur la mort d'un jeune homme. J'ai oublié de chronométrer, mais j'ai vu qu'ils étaient synchro, les feux. Ici, il y a 6 mois, un scooter a percuté un véhicule. La police a mené son enquête. Conclusion, responsabilité exclusive du deux roues. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors je suis là parce que les membres de la famille, les parents du défunt, ont trouvé beaucoup d'irrégularités dans la procédure policière. Il y a des rumeurs, des oui-dire, qui me font penser que la vérité n'est peut-être pas celle que l'on veut nous faire savoir, comprendre. Voilà. Donc vous refaites l'enquête de la police? Non, pas vraiment. Je vais faire une contre-enquête. Pour son investigation, Stéphane dispose du rapport intégral de la police. Le croquis de l'accident, mais aussi toutes les auditions et les témoignages. Bien, bon. Mais dans cette affaire, justement, il y aurait d'autres témoins qui n'auraient pas pu apporter leur version des faits. Ils auraient été victimes de pression, d'intimidation. Ce qui est très curieux, c'est que ce soir-là, il y avait beaucoup de véhicules. Et ils n'ont eu que 4 à 5 témoins de l'accident. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas eu plus. J'ai procédé à 2-3 clichés encore, et ce sera tout. A-t-on voulu cacher la vérité? A-t-on cherché à disculper le conducteur de la voiture? C'est ce que croit la famille du défunt, et c'est ce que Stéphane doit vérifier. Carré sur le côté. Dans le calme et l'ambiance feutrée du bureau qu'il occupe depuis 10 ans, C'est la passagère. Stéphane est plongé dans la centaine de pages du rapport de police. Le feu est pas sur. Alors, 16h30. Alors, le motard est tombé au sol sur la gauche et a glissé également sur sa moto. Se trouvait devant nous un véhicule 7 Ibiza. Nous roulions au pas, à l'approche du feu qui venait de passer au vert. Donc ils l'ont vu. Le détective reprend toute la procédure à la recherche de la moindre incohérence qui pourrait relancer son enquête. Dans les logiques. C'est pour ça que j'épluche tout détail, parce que chaque détail a son importance. Alors, deuxième témoin. De la gauche vers la droite. Purée. Et assez rapidement, il met le doigt sur 2 dépositions qui semblent contradictoires. Je suis là. Entre 2 témoignages, déjà, on a 2 versions. Vous allez me dire, l'issue était la même. Mais ça peut remettre en question le témoignage d'une personne. Bon, on va continuer. Dans ce dossier, il n'y a eu que 4 témoins de l'accident, seulement 4 personnes auditionnées par la police, 4 récits, pas toujours très précis. C'est curieux même.
Je n'ai pas vu si le feu a changé de couleur ou pas. J'ai juste entendu un bruit d'impact et j'ai vu la moto qui traversait la rue Sol pour aller se poser sur notre droite. On peut prendre difficilement en considération ce témoin parce que, si vous voulez, elle doute sur la position du véhicule impliqué dans l'accident et elle doute sur le fait qu'elle soit bien passée au feu vert. Donc elle doute un peu de tout. Hein. Voilà, elle doute un petit peu de tout. Et ça vous étonne qu'un tel procès-verbal soit dans le rapport? Bah, j'aurais préféré qu'ils auditionnent d'autres personnes qui, elles, se sont manifestées, qui voulaient témoigner et qui n'ont jamais été entendues par la police. Est-ce que vous avez d'autres éléments que ce dossier de police? Oui, d'enquête? j'ai d'autres éléments. Oui. Stéphane est sur une piste sérieuse. Un témoin clé. La première personne arrivée sur les lieux de l'accident. Le chauffeur de bus qui avait appelé les parents du défunt le 26 mai à 18h14 et qui avait laissé un message comme quoi il désirait, il se manifestait parce qu'il voulait témoigner. Et je ne sais pas pourquoi ce chauffeur de bus a décidé de ne plus témoigner parce qu'on lui avait intimé l'ordre de ne pas témoigner. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de le C'est de savoir pourquoi, oui, je vais le contacter pour savoir pourquoi. L'homme n'a jamais été auditionné. Stéphane espère le convaincre d'accepter de le rencontrer. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien le chauffeur de bus qui avait téléphoné à monsieur et madame. Oui, c'est bien ça. Vous seriez d'accord de me rencontrer pour éventuellement que je prenne votre témoignage? Oui, bien sûr, pas de souci. Parce que apparemment vous n'avez pas été auditionné par la police. Non, pas du tout. D'accord, ok. Vous seriez libre à quel moment? Bonne surprise pour Stéphane. Le chauffeur de bus semble plutôt coopératif. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Rendez-vous est pris. 4 jours plus tard. C'est aujourd'hui que Stéphane a donné rendez-vous au mystérieux chauffeur de bus sur ce parking de supermarché situé à quelques mètres du lieu de l'accident. Il attend beaucoup de ce rendez-vous, notamment pour vérifier si c'est bien le scooter qui a grillé le feu. Afin de ne pas compromettre son enquête, le rendez-vous est filmé en caméra cachée. Je peux vous présenter déjà. Voilà, moi je suis détective en fait. D'accord. Et je suis mandaté par la famille pour faire une contre-enquête. Parce qu'il y a des zones d'ombre. Moi je vais vous dire ce que j'ai vu. Alors, Donc, c'est plus, on va Le jeune homme déclare avoir été le premier sur les lieux de l'accident. Il assure qu'il roulait sur la même voie que le scooter. Sa version des faits est donc très importante. Stéphane l'emmène sur les lieux du drame. Je vous demandais de vous remémorer malheureusement la scène, un peu pénible peut-être. va continuer Une. encore. 2, 3, tac, il est marre. Donc, quand vous êtes arrivé, le feu était ouvert. Pour la première fois, Stéphane tient un témoin qui a une autre version de l'accident que celle du rapport de police. Si le chauffeur est passé au vert, alors le scooter ne peut pas avoir grillé le feu. Pourtant, son récit ne figure pas dans le dossier. Stéphane cherche à savoir pourquoi. On m'a dit que vous avez été intimidé, que votre patron, que vous vous étiez rétracté parce que votre patron vous avait dit tu risquerais de, si tu témoignes, tu risquerais de... Bah non, parce que vu qu'à Ouais, mon taf, alors, à mon tu travail, vois, ils savent même pas que j'étais présent. Il y a de l'émotion dans ce truc-là, il y a beaucoup d'affabulation, j'ai Pour que je l'impression. sois intimidé, faut quoi? Faut que j'aurais été entendu par les services de police et qu'eux, ils auraient eu la procédure. Là, mon nom, il aurait apparu. J'ai jamais été entendu par la police qui s'occupe du dossier. L'homme n'a jamais été rappelé, mais a priori il n'a subi aucune pression. Néanmoins, ce témoignage reste très intéressant pour Stéphane. Je vais l'écrire et vous allez signer. Il s'empresse de prendre sa déposition comme s'il était policier. Je reste quant à moi persuadé que les feux, dans mon sens, étaient au vert. Bon, d'accord.
Faut demander le signal. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est comme valeur, Stéphane, un Alors, papier non, comme non, ça? c'est ce qu'on appelle là pour l'instant, c'est un témoignage indirect. C'est-à-dire que je reçois le témoignage de monsieur. Mais le fait qu'il reconnaît avoir tout de même, qu'il est prêt à être auditionné par les services des autorités, c'est que bon, bah, il est sûr de ce qu'il avance. C'est un élément important Et pour votre enquête? Je le remercie beaucoup. Oui, oui, parce que ça soulève un doute. En fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est-à-dire si vous arrivez à récupérer encore minimum une personne. Ah, ce serait bien. Minimum Mais une personne. un vrai témoin, je veux pas. Ouais, non un plus vrai n'importe témoin, quoi. ça relance. Ouais. Bon. Merci de nous avoir Y éclairés. a pas de Bonne souci. fin de journée. Bonne fin de Merci journée. d'avoir fait le déplacement. Y a pas de souci. Au revoir. Allez, au revoir. Pour Stéphane, c'est une matinée fructueuse. Sa contre-enquête progresse avec ce premier témoignage. Mais désormais, il lui en faut un autre pour remettre en cause le rapport de police. Cet autre témoin, il pense savoir où le trouver. La famille qui a engagé Stéphane lui a indiqué l'adresse d'un homme présent sur les lieux le jour de l'accident. Il travaillerait avec son épouse dans ce pressing. Bonjour madame, je suis agent de recherche. Oui, Voilà. oui, Vous avez approché une famille là, oui, voilà. oui. Le fils de 24 ans était victime d'un accident. Votre mari aurait vu l'accident. Non, il a entendu, mais il n'a pas vraiment vu l'accident. Alors moi je vais vous dire ce que j'ai. Une femme d'une trentaine d'années affirme que son mari aurait assisté à l'accident mais n'a pas voulu témoigner. Non, Alors, la dame, elle avait mal compris. oui, Parce- mais alors il n'y a pas de témoignage, il n'y a rien. Votre Non, mari parce n'a que rien vu. il- C'est une autre personne qui a vu C'est une, l'accident. c'est une autre personne, et cette personne-là a vu je ne sais pas quoi, Ouais, donc ça a été parlé comme ça. d'accord. Ça a Vous été avez. parlé. Ouais, c'est. C'est téléphone arabe. compliqué. Est-ce que... Oui, tout à fait. Pas de chance, Et c'est pour cette ça que piste la n'a pas famille, l'air sérieuse comprend pas tout, apparemment. et se révèle même Ouais, plutôt donc, fantaisiste. Distorsion de mauvaise communication. Il m'a dit c'est peut-être ou une balle perdue ou bien enfin il disait comme ça. Voilà. Peut-être qu'elle. Une balle voilà, perdue. Voilà. Il n'y a voilà. pas eu de meurtre, hein. Il n'y a pas eu d'assassinat. Hein. Ah bon? C'est un accident malheureusement banal. S'il Ouais. n'a pas vu l'accident, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ouais. Bon, Donc- bah, écoutez, non, il fallait que je le vérifie de toute façon. Et... Au revoir. Au revoir monsieur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Démêler le vrai du faux, c'est aussi le travail d'un détective. Même s'il est engagé par l'une des parties, il se doit d'être objectif. Ouais, visiblement, c'est pas la pêche miraculeuse. Non, non, c'est le ver de terre a été mangé, mais j'ai pas eu de poisson. Voilà. Non, c'est un. Faut se méfier beaucoup de la rumeur là. C'est un petit peu de n'importe quoi. C'est une personne que connaît mon mari qui aurait vu l'accident. On parle de balles perdues, de menaces éventuelles. C'est ni à vérifier, c'est invérifiable. Moi, je pense que c'est invérifiable. Je préfère même pas prendre le témoignage. Ça discréditerait, ça irait à l'encontre de la procédure. Enfin. Donc là, Ça n'apporterait rien du tout. une déclaration inexploitable pour sa contre-enquête. Ouais, non, non. Mais avec son expérience, Stéphane a l'habitude de ce genre d'affaires où il doit aussi prendre en compte l'émotion et la douleur des familles. J'ai l'impression que quand on perd un fils de 24 ans, une mort brutale, on cherche absolument à avoir un coupable. Et que- Ça ne pas faire confiance à la police. Oui, il y a toujours un doute. Alors la famille, cherchant une explication, interprète mal les choses, les avis des uns, des autres. Les avis des uns sont déformés, les avis des autres sont interprétés différemment. Après 200 mètres, tournez à droite. Cette semaine, Stéphane n'a pas trouvé l'élément déterminant qui lui permettrait d'obtenir la réouverture du dossier. Il a déjà travaillé une quinzaine de jours sur cette affaire, les 2 tiers du forfait sur lequel il s'est engagé. Aujourd'hui,
il va voir ses clients. Je vais remettre mes premières conclusions de mon rapport. C'est un moment délicat parce que les clients s'attendent à entendre leur son de cloche et qui n'est pas forcément le bon. En tout cas, pas celui que vous allez forcément leur annoncer. Oui. Voilà. La famille a déboursé 3 500 € pour cette enquête. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Ça va? Merci. Merci. Ils en attendent avec impatience les résultats. Madame, bonjour. Ça va? Car ils sont tous convaincus qu'on leur cache la vérité sur la mort de leur fils. Voilà. Alors, on ne va pas le lire, mais je vais vous expliquer les principaux points. Ils avaient fondé beaucoup d'espoir dans la recherche de ces deux témoins non auditionnés par la police, mais que Stéphane a réussi à retrouver. Vous aviez rencontré donc madame à la teinturerie. Alors cette dame, je l'ai rencontrée. Cette dame, j'ai eu une conversation avec elle, très courte, parce que elle s'est dit, oui, en fait, non, mon mari, il n'a pas vu l'accident, il en a parlé à gauche, à droite. Bon, alors je dis, attendez, non, arrêtez là. Soit vous avez quelque chose d'intéressant à me dire, ou si ce sont des rumeurs, ça ne m'intéresse pas. Déception concernant ce premier témoin. Mais la famille s'accroche aux déclarations du chauffeur de bus. Lui s'est garé, il est sorti et il affirme être le premier à s'être présenté au-dessus du corps. Malgré ces premiers résultats décevants, la famille souhaite que Stéphane poursuive sa contre-enquête. Nous attendons d'abord qu'il retrouve d'autres témoins qui nous aident à argumenter auprès de notre avocat la réouverture du dossier. Vous n'avez pas engagé Stéphane forcément uniquement pour qu'il vous apporte, qu'il aille dans votre sens? Pas du tout. Nous voulons savoir la vérité. Et nous pensons que le rapport que nous avons n'est pas correct. Nous ne cherchons pas un responsable, nous cherchons la vérité. Au plaisir, à très bientôt. Au revoir. Je vous appelle. D'accord, entendu. Peut-être pas tous les jours, mais je vous tiendrai au courant de l'évolution. Bonne fin de journée. Suite à ce reportage, Stéphane a finalement réussi à collecter plusieurs témoignages et éléments, laissant entrevoir la possibilité d'une réouverture du dossier.